Eh bien, bonsoir à Bonjour à tous. tous. Donc on vous accueille ce soir, pour un nouveau meet-up, sur, les thématiques, du développement en tout genre, sur le domaine de l'UML. Donc l'UML en action. Eh bien, on va vous parler de tout ça pendant environ, 45 minutes et puis, derrière, il y aura une petite séance d'échange, de questions-réponses, si vous voulez avoir des infos supplémentaires. D'abord qui? Eh bien, nous 2, Philippe et Mathieu. Donc Mathieu, vas-y, je te laisse te présenter en Voilà. premier. Monsieur, je suis développeur chez XPA depuis quelques années déjà, principalement C++ et Python, et j'utilise l'UML pour faire quelques représentations et partager les ressources informatiques de cette manière. OK. Et donc moi, pour ma part, donc alors je navigue dans plusieurs domaines, enfin domaine, développement, mais un petit peu sur toutes les plateformes, que ce soit client lourd, que ce soit système embarqué. J'aime bien créer, j'aime bien partager, voilà, tout ça pour, dans le but d'être efficace, mais tout en restant le plus simple possible et toujours, dans une volonté de vouloir aider les projets, aider les personnes pour que tout avance et dans le bon sens. Mais ensuite quoi? On va préparer de l'UML, hein, forcément, avec tout ce qu'il y a à voir. Je te laisse passer au planning, au plan. OK. Allez, et donc les Ok, topics du donc on va jour. commencer par un petit sondage. Ensuite, on fera une petite phase de réflexion un petit peu avec vous, via le chat, hein. Donc, qu'est-ce que c'est l'UML? Quesaco. Puis ensuite, on verra quelques possibilités qu'on peut faire avec l'UML, différents diagrammes, etc. Voilà, on abordera ensuite, les quelques niveaux, d'abstraction qu'on peut arriver à trouver au travers de l'UML. Et puis ensuite des exemples dans l'application. Et enfin, une fois les applications explicitées, on verra que l'UML, il peut être largement utilisé, dans des usages qui peuvent être complètement détournés. Du coup, Eh on bien, commence avec le petit sondage. L'objectif, c'était de prendre un peu la température de ceux de vous qui nous regardez. Si vous utilisez déjà l'UML ou si c'est la première fois, quel type de diagramme vous avez déjà utilisé, est-ce que vous l'utilisez souvent ou pas souvent, comment vous le voyez. Voilà, c'est pour nous préparer un peu à ce que vous allez pouvoir nous demander à la fin aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour nous parler un petit peu de vos expériences, on s'en servira pendant l'exposé. voilà, on part sur un petit temps, on vous laisse, on va dire, 2 petites minutes pour, mettre les quelques éléments dans le chat. Alors, l'UML, donc l'UML, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, UML, c'est un acronyme anglophone qui signifie Unified Modeling Language. En fait, c'est un agrégat, de normes de modélisation, qui a pris naissance en 1997, qui a évolué avec le temps et qui a été donc, on peut dire réalisé, en 2007, dans la forme que l'on connaît aujourd'hui. Et donc l'UML, il permet de faire quoi? Il permet, d'identifier des éléments dans un système, de définir des éléments, des sous-éléments, des caractéristiques, des propriétés d'un système. Avec tout ça, on va pouvoir construire un système, quel qu'il soit d'ailleurs. On va pouvoir même essayer de façon un peu détournée, et là, j'anticipe un petit peu sur la suite, on va pouvoir essayer de comprendre comment un système fonctionne, un système existant, et on va pouvoir aussi, arriver à lier, tous les éléments d'un système entre eux avec des liaisons, plus ou moins logiques, des liaisons d'actions,
des liaisons heu, de conséquences sur divers blocs. Et donc il y a quelques Du possibilités. coup, quels sont on peut faire différents types de diagrammes du coup. Il y en a une dizaine, officiels on va dire et parmi ceux-là, on retrouve parmi les plus courants le diagramme de classe, où on représente des objets et des classes, enfin des classes surtout, mais des objets, avec leurs interactions entre eux, leurs, connexions entre eux, donc avec des agrégations, des compositions, de l'héritage, ce genre de choses. On a le diagramme d'activité, qui vont plutôt être, comment se passe un déroulé, logique. Hem, on va avoir une logique d'interaction entre des différentes cases, qui s'enchaînent. On va du début jusqu'à la fin d'une activité et ensuite il y a le diagramme de séquence, qui est un déroulé, temporel, on peut dire, qui montre les échanges qui sont envoyés entre les différents objets, instanciés à partir du modèle de classe, qui échangent donc des fonctions et des données, pour montrer l'évolution, dans le temps. Voilà pour les diagrammes classiques. Je te laisse enchaîner, Philippe, sur, Ouais, ouais. les objectifs. Donc voilà, donc sur les objectifs, bah, c'est relativement simple et concis, hein. Ça va permettre, d'analyser un système, d'optimiser un système et surtout, et ça c'est valable, et c'est valable dans le développement, software, c'est que on va avec une bonne analyse UML, on va éviter, une redondance, de fonctions, dans un seul et même code. Tout simplement dans le but de réduire les sources, de bugs, textuellement. Alors, bah, on a parlé déjà en premier du diagramme de séquence. Donc le diagramme de séquence, ça a un aspect effectivement, un peu temporel, mais pas que. En fait, là, il y a un exemple très simple, on a 3 objets. Et on a donc, un bonhomme en bâton qui est dessiné, donc qui est l'acteur. Donc en l'occurrence, nous. Imaginons, eh bien, nous on est l'acteur, on va exercer une action sur l'objet A. Cet objet A va faire une action sur l'objet B et l'objet B va faire pareil sur l'objet C. Sauf que l'objet C, lui, va nous faire un retour d'information, donc à nous, à lui, à l'acteur. On pourrait, prendre pour exemple très simple, bah, une télévision. Une télévision, on prend la télécommande, donc l'acteur prend la télécommande, il appuie sur le bouton marche arrêt. Donc le bouton marche arrêt, donc c'est la première action qui est faite, donc c'est mon objet A. Donc mon objet A, ma télécommande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transporter une information, que ce soit par Bluetooth, que ce soit par Wi-Fi, par infrarouge, une information de marche arrêt à l'objet B qui est la télé. La télé, elle, ce qu'elle va faire, eh ben, elle va activer l'alimentation. Elle va allumer l'écran et elle va ouvrir le menu, genre sur les Smart TV. Et en fait, elle va faire ça. Mais donc ça, c'est une partie des retours qu'elle va faire à l'utilisateur. Mais aussi, il y a une petite lumière rouge en général, sous la télé ou sur le côté, qui s'éteint quand la télé est allumée. Eh bien, cette information fait partie également du retour qui est fait à l'acteur. Et donc typiquement, voilà, donc c'est ce que permet de représenter, le diagramme de séquence. Donc une succession d'actions et de conséquences permettant de décrire un fonctionnement d'un système. Je te laisse enchaîner sur le deuxième diagramme. Oui, ça marche, merci Philippe.
Du coup, le diagramme de classe. Alors, c'est une représentation plutôt structurelle. On va représenter généralement des classes, tous les concepts de l'orienté objet principalement, mais pas que. Du coup, on a des boîtes carrées avec le nom et puis les propriétés et des fonctions, souvent des méthodes, du coup, s'il s'agit de classe. On peut leur définir des attributs à ces propriétés aussi. On peut leur dire qu'ils sont privés, publics, protected, etc. Enfin, tout le pattern, tout ce qui est décliné dans les langages. Et une fois qu'on a défini donc nos interfaces, nos classes, etc., on peut les relier aussi avec des flèches. Donc là, on a un exemple simple, c'est un héritage. Donc la classe, tout simplement, hérite de l'interface de l'interface. Et voilà, c'est un des usages classiques en orienté objet. Après, donc, on pourrait créer une liste avec des items comme montré à droite. On pourrait, donc ça peut être une énum par exemple, ou quelque chose comme ça. Et on peut avoir également donc tout ce qui est agrégation et composition. Donc, ce sont des types de liens entre des types de classes. Donc, par exemple, si on fait une composition, ben, ça veut dire que la classe qui a cette composition a le cycle de vie de la classe dans laquelle elle est reliée en jeu. Alors que si c'est une agrégation, ben, elle va juste connaître cette classe et ne pas gérer son cycle de vie. Voilà, donc ça c'est tout. Il y a toute une symbolique derrière chaque lien qu'on va faire entre les objets, entre les classes, les interfaces, etc. Et du coup, on peut représenter une architecture à plat. Voilà, c'est ça l'intérêt du diagramme de classe. Représenter tout ce qu'on a dans notre objet, dans notre système euh, en à plat. Voilà, voilà. Ok, Un peu fini ok. pour la suite. Merci Donc, Mathieu. je vais rajouter quelque chose. Non, pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. On va passer au suivant, donc le diagramme de séquence. Alors, petite aparté, le diagramme de séquence, le visuel, ça ressemble énormément à ce qu'on a pu tous faire, du moins pour ceux qui ont fait des études techniques. Ça ressemble un petit peu aux graph sets, aux organigrammes un peu classiques pour décrire les fonctionnements de fonctions ou de blocs logiciels. Et ben, c'est tout à fait ça en fait. Donc là, bon, j'ai là sur le petit schéma, bon, on a mis des couleurs juste pour que ce soit un peu plus parlant. Donc en vert, donc les ovales, ce sont des étapes de début et de fin classiques. Les rectangles rouges, donc ce sont des actions. Et donc le rectangle orange, donc avec les doubles barres sur le double barre latérale. Donc ça, c'est l'appel à une fonction un peu plus complexe, donc qui est décrit à droite, hein, d'ailleurs. Et enfin, on a le losange bleu qui représente une condition. Donc là, en l'occurrence, le diagramme de séquence, si on fait une explication très rapide, c'est on démarre, on initialise. Est-ce que le système est prêt? Non, bah, on revient à l'initialisation, on continue. Est-ce que le système est prêt? On vient lire le statut. Qu'est-ce que le statut? On vient faire un get sensor A, B et C, on sort. Et enfin, on revient et on affiche ce fameux statut. Là, c'est un exemple très, très succinct mais très clair. Au moins, en un seul coup d'œil, on comprend ce que fait la fonction, quel que soit le langage, quelle que soit la machine, quel que soit le système. Enfin, tac tac, 15, oui, c'est moi. Enfin, quand on fait donc ce type de description par des schémas, eh bien, bah, ça, comme on le voit, ça permet effectivement de voir, de définir,
de décrire un système, de décrire un système et de le vulgariser de façon globale, que ce soit du hardware, du software, les interactions entre le hard, le soft, entre 2 blocs soft, en fait, entre tous les blocs du système. Donc ça, c'est vraiment génial parce que, bah, comme j'ai vu, il y a Alice, donc qui est chef de projet, qui a besoin de comprendre les bases justement de l'UML pour discuter avec des architectes fonctionnels. Et ben, c'est typiquement ce genre d'information qui va être utile. D'arriver justement à déchiffrer un peu ces diagrammes qui peuvent paraître, parfois un petit peu lourds, mais au final, qui rendent, la vie beaucoup plus facile. Et maintenant, je te Bien, laisse la main, nous allons Mathieu. vous montrer en exemple, concret, de ce qu'on vient d'essayer de détailler en détail. C'est un exemple avec, une enceinte, Bluetooth qui, va faire, des choses, basiques, élémentaires, mais, bien montrer, comment on peut se servir de l'UML pour représenter cet objet, a priori, de point, c'est ça. Voilà. OK. Et ben, allons-y gaiement. Alors, on va passer par une phase de définition de l'objet. Définition de l'objet. Il y a eu un petit truc. OK, bon, c'est pas grave. Définition de l'objet, on va utiliser des notions d'analyse système. Alors, analyse système, comment ça marche? En fait, on va partir déjà d'une description textuelle de l'objet, des fonctions qu'il doit assurer. Ça se rapproche, pas mal de toutes les descriptions d'exigences que l'on peut trouver, notamment dans le monde aéronautique. Donc ces descriptions, ce sont des phrases en français ou en anglais, peu importe la langue, qui vont contenir un sujet, un verbe, un complément et potentiellement un adjectif. Dans ces phrases, eh bien, le sujet va définir l'acteur. Le verbe, en général, va définir une action. Le complément va définir un argument. Et enfin, un adjectif va pouvoir définir une propriété ou une valeur d'une propriété. Et c'est justement ces 4 éléments que l'on va retrouver dans les cadres, des diagrammes de classe, UML. Donc notre interface, notre acteur, notre propriété qui va être un type. Alors un type, ça va être, un booléen, ça va être un entier, un flottant, un double, et cetera. Et va avoir notre action qui va pouvoir utiliser un argument ou plusieurs arguments. Et justement, on s'est amusé à faire un petit quelque chose sur notre enceinte Bluetooth révolutionnaire et on a défini un certain nombre de choses que notre enceinte devrait faire. Donc voilà, notre description textuelle. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça peut paraître un petit peu lourd à décrire. Là, on a une vingtaine de points, mais ça reste des phrases qui sont hyper simples. Donc, premier exemple, la LED, donc mon acteur, s'allume bleu, donc c'est une propriété, une valeur de propriété, quand l'enceinte est connectée. Donc, quand l'enceinte est connectée, ça va représenter un état. Donc, un état qui va représenter une propriété, qui va pouvoir avoir une valeur, je suis connecté ou je ne suis pas connecté. Donc, typiquement, un booléen. Donc, toute cette analyse que je viens de faire sur cette phrase, eh ben, on va s'amuser à le faire sur le reste. Je vous rassure, pas en séance, sinon on y passe l'heure. Mais en appliquant donc la logique sujet, verbe, complément, adjectif, eh bien, on peut très facilement ressortir les états. Voilà. Donc, en surligné jaune, on va avoir typiquement les acteurs. En vert, on va avoir les actions. En gris, on va avoir tout ce qui est propriété. Et enfin, propriété, argument. Et en bleu ciel,
Également, on va avoir un certain nombre de propriétés. Alors, à noter quand même que la notion de sujet, verbe, complément, adjectif, n'est pas une règle absolue. Ça va dépendre des cas. Ça va dépendre de comment on interprète les données. Et au final, on va vous faire une petite démonstration avec tout ça. Et donc là, je vais vous partager donc celui-ci. Donc c'est un diagramme. Donc c'est un diagramme UML en fait. Tac. Voilà, qui va être que l'on va construire au fur et à mesure. Est-ce que vous lisez bien les choses? Ou est-ce que c'est pas trop petit? Je pense que c'est trop petit, Philippe. Trop Donc, petit? même moi, j'ai du mal. Ouais, OK. Ouais, encore un peu si tu peux. Voilà. Ouais, ça commence à être bien. OK, c'est bon pour tout le monde? OK, nickel. Donc, on va commencer par les 3 premières phrases. Donc, Voilà. la LED s'allume bleue quand vas-y Mathieu, je te laisse lire. Ouais, on a les LED qui s'allument soit en bleu, donc en centre connecté comme a dit Philippe, soit qui clignotent quand on a un état d'appairage, donc on va voir après à quoi ça correspond, et que la LED est en rouge quand l'enceinte est déchargée. Donc on a une enceinte connectée en état d'appairage ou déchargée. OK. Et donc, eh ben, on va pouvoir analyser ça et convertir ça en UML. On va voir comment. Donc, ça va donner ce genre de petites choses. Donc, on a notre LED. Donc, notre LED, c'est notre acteur. Notre acteur, c'est notre boîte. S'allume bleu. Eh bien, s'allume bleu. Donc, bleu, c'est une couleur. Propriété, couleur. Elle s'allume bleu quand l'enceinte est connectée. Et elle est rouge quand l'enceinte est déchargée. Donc, ça veut dire qu'elle peut avoir plusieurs états. Donc, on va avoir une propriété couleur. Ici, on dit aussi qu'elle s'allume. Donc, elle peut être fixe. Et là, la LED clignote quand l'enceinte est en état d'appairage. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir deux modes, fixe ou clignotant. Donc, une propriété mode. Et derrière, si on réfléchit un petit peu, d'un point de vue logiciel, on va avoir donc une fonction setMode pour définir le mode, fixe ou clignotant, et le pendant pour la couleur, pour définir la couleur. Maintenant, on passe aux fins de phrase. On dit quand l'enceinte est connectée, quand l'enceinte est en état d'appairage, quand l'enceinte est déchargée. Donc ça derrière, en fait, il y a des états qui vont être gérés. Donc, l'état de connexion, le is connected, donc je suis connecté ou je ne suis pas connecté. Le is paired, je suis appairé ou je ne suis pas appairé. Et enfin, le power level, donc le niveau de batterie, qui va permettre donc de dire entre 0 et 100% comment je suis chargé. Si je suis en dessous de 10%, je pourrais dire allez, je suis déchargé. Mais bon, ça après, on va un petit peu plus loin dans l'implémentation. Afin de stocker afin de mettre à jour toutes ces propriétés, donc on va avoir un set status à mettre en place. Et enfin, toute l'API de notre système va pouvoir avoir besoin de récupérer ces données. Donc il faudra un getter. On passe aux phrases suivantes. Donc la suite, c'est plutôt lié aux boutons. Donc on a plusieurs types de boutons sur notre enceinte, on imagine. Il y a un bouton plus pour augmenter le volume, un bouton moins pour diminuer le volume. On voit aussi que si on appuie un certain temps sur le bouton moins, on coupe le son directement, donc un appui long. Et quand on rappuie sur plus, on sort du menu du mode mute si on était rentré dans cet état. Mais on veut rester au son auquel on est rentré en état mute. Et ensuite, on a deux autres boutons, donc ça nous en fait quatre.
le bouton Next qui permet de changer de musique. Donc si on a un certain nombre de listes en musique, on peut passer à la suivante. Et pour les mettre en chargement enfin, pour charger les musiques, on va avoir besoin d'un appareil auxiliaire qui va faire un petit jeu, qui va faire le distributeur de musique. Et pour ça, on a besoin de l'appairer, donc là en Bluetooth, on peut faire une connexion Bluetooth. Donc, on va avoir un bouton qui permet, quand on appuie dessus, de permettre l'appairage avec cet appareil. OK. Et donc, on va prendre ces exigences maintenant et on va compléter notre schéma UML, notre diagramme UML. Donc, on a toujours notre acteur LED et notre acteur status qui peuvent s'apparenter à des classes. Donc, là, on parle de boutons. Bouton, bouton, bouton. Bon, OK. Donc, là, on a au moins un acteur bouton. Un acteur bouton qui peut avoir plusieurs valeurs. Alors, un bouton, c'est quelque chose on va appuyer dessus, on va relâcher. Donc là, en termes système, en termes informatiques, là, on va plus se rapprocher d'un aspect événementiel, donc potentiellement avec des interruptions qui vont pouvoir nous renvoyer le code de touche qui a été pressé. Et donc, notre fonction getButton pour savoir ce qui a été appuyé. Et donc ça va permettre de savoir, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton moins pour diminuer le volume? Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton plus pour augmenter le volume? Etc., etc. Même chose, on a des appuis courts, mais des appuis longs aussi. Donc, on va pouvoir interroger notre classe, notre API, pour savoir quel type d'appui c'est produit, pour pouvoir adapter derrière les actions à réaliser. Côté statut, puisque nos actions là sur les boutons vont avoir un impact sur mon statut de mon système. Donc, on a parlé de volume. Eh bien, notre volume, on va pouvoir le faire varier de 0 à 100, diminuer ou augmenter. On va avoir une notion donc d'information d'appairage. Information d'appairage, donc par le Bluetooth, dans lesquelles on va pouvoir stocker adresse MAC, nom de l'appareil, etc., etc. On y reviendra après. On va pouvoir aussi avoir une fonction pour remettre à zéro le statut d'appairage. Donc effacer les informations d'appairage. Donc ça va remplir l'exigence. Donc la dernière exigence, le bouton pairing, permet de s'appairer avec un autre appareil Bluetooth. Et enfin, la fonction NextTrack qui va permettre de stimuler le système pour passer à la suite lorsque le bouton Next sera pressé. Allez, on continue. Exigence suivante. Donc là, les exigences suivantes sont un peu plus dispersées. On a de la connexion Bluetooth qui est donc désactivée si, alors, l'audio in, on peut se demander ce que c'est. Si l'audio in est branché, et bien là, ça va correspondre à un jack. Donc, on va imaginer que si on a un jack branché, la connexion Bluetooth est désactivée. Voilà. Finalement, c'est une enceinte qui a deux entrées. Ensuite, on a la configuration qui conserve, donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, si on passe en mute, on veut pouvoir conserver le dernier niveau de volume et revenir à cet état quand on sort en appuyant sur le bouton plus. Et enfin, il y a l'appui long sur le pairing qui va supprimer le dernier périphérique connu. OK. Eh bien, passons à l'analyse pour le coup. Donc, on reprend toujours notre diagramme UML existant que l'on va compléter. On va juste remonter un petit peu. Voilà, comme ça, on a tout.
Donc effectivement, audio in, si on connaît pas le système, on peut se demander ce que c'est, effectivement. Et là, d'où l'importance quand on écrit ce type d'exigence, ce type de phrase, d'être le plus clair possible. À savoir que des fois, il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas le système, qui peuvent être amenées à qualifier le système ou à comprendre le système, ne serait-ce que pour de la documentation, par exemple. Donc sans transition, donc c'est audio in, donc effectivement, c'est notre enceinte, il y a un connecteur jack, qui est, présent dessus. Il va falloir pouvoir le sélectionner. Donc, on a dit que s'il y a un flux audio sur le jack, en fait, l'enceinte va automatiquement basculer sur cette source. Donc, ça veut dire qu'il y a une problématique de sélection de source. Donc, dans mon statut, on va rajouter une fonction pour sélectionner notre source et une propriété ici qui va stocker de façon pérenne la source audio utilisée. Enfin, le reset pairing, donc l'appuyant sur le bouton pairing, c'est déjà présent. Et l'histoire du volume, la conservation du volume, c'est déjà présent au travers de la propriété volume. Donc on ne fait que compléter en fait le diagramme UML. Et maintenant, Mathieu, à toi. Ouais. Eh bien, il reste toute la partie d'appairage, il me semble. Donc la recherche du Bluetooth qui va s'enclencher si aucun appareil n'est connu ou qui s'enclenche si la configuration Bluetooth est vide, simplement. OK. Eh bien, faisons le même travail et je vous rassure, c'est la dernière étape. Donc là, au niveau des LED, au niveau du statut, au niveau des boutons, il n'y a rien qui change. On est vraiment sur quelque chose qui est à part, qui est à la marge. Donc c'est vraiment le Bluetooth. Et le Bluetooth, eh ben, donc bon, faut connaître un petit peu la techno qu'il y a derrière, bien évidemment, hein. Mais va y avoir plusieurs choses. Donc, va y avoir l'état courant du Bluetooth, la connexion Bluetooth. Quelle adresse MAC, quel nom d'appareil, quelle vitesse, quel mode de fonctionnement. Est-ce que c'est du mode normal? Est-ce que c'est du low power? Quelle norme a été utilisée pour s'appairer avec le device? Il y a tous ces paramètres-là vont être stockés là-dedans. En Bluetooth, quand on veut faire un appairage, eh bien, on se met en mode discovery, en mode découverte. En fait, l'enceinte, elle va être visible du monde extérieur. Et ici, donc, on peut imaginer une fonction pour démarrer le mode découverte. Idem pour le mode de fonctionnement et le protocole. Voilà, on peut avoir une machine d'état derrière qui va gérer un peu tous les cas. Et enfin, un setter et un getter pour que le reste de l'API système puisse accéder aux paramètres Bluetooth pour afficher un état, pour faire des opérations diverses et variées. Et ainsi de suite. Et donc, plus va y avoir d'exigences, plus va y avoir d'explications de fonctions en système, et plus on va rentrer dans le détail, et plus on va avoir un diagramme UML qui va être touffu, et donc qui va être derrière, qui va être assez compréhensible par tout le monde. Mathieu, maintenant, je te donne la main. Ouais, c'est ça. Alors, les Voilà, spécifications, ouais, merci pour le coup. y a pas de souci. Parfait. Pour les spécifications, on peut aussi trouver un autre type de diagramme qui est assez connu, c'est le diagramme des use cases. En fait, on va représenter les acteurs avec les bonhommes bâtons là. Un acteur, ça peut être aussi un autre périphérique, par exemple, un smartphone qui est en dehors de notre système et qui va pouvoir agir. Parce que nous, on agit peut-être en appuyant sur les boutons,
mais le smartphone va pouvoir agir en transmettant des informations comme des morceaux de musique ou sa pérille. Donc cette représentation, elle est assez visuelle. Par contre, contrairement à la zone textuelle qu'on a vue tout à l'heure, si on en a beaucoup, ça devient quand même difficilement lisible. Donc il faut les sous-découper pour, euh, pour que ce soit lisible. Voilà. Donc en gros, on définit ici dans les use cases notre système et les différentes actions avec l'acteur ou les acteurs, et on découpe comme ça qui fait quoi, comment. Enfin, les grandes lignes. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, un autre exemple qu'on peut montrer. Alors, peut-être zoomer sur l'une des deux, peut-être celle du bas, Ouais, parce qu'on verra mieux. Alors, donc là, c'est un diagramme d'activité, comme on a montré tout à l'heure avec l'exemple sur les sensors. Mais peut-être celui du bas, c'est un peu plus intéressant. ouais, celui-là. Du coup, c'est une activité qui peut représenter, par exemple, quand on appuie ou quand on appuie sur le bouton pour baisser le son ou pour monter le son. Là, celle-là, c'est pour baisser le son. Donc, on va avoir un enchaînement d'activités qui sont donc les rectangles arrondis et les conditions qui sont les losanges. Donc, effectivement, là, il suffit de suivre du début jusqu'à la fin, le début étant le rond plein et la fin étant le rond cerclé lui-même. Voilà, donc si on appuie sur le bouton moins, est-ce que le son est activé, oui ou non? Donc sinon on l'active, si oui on continue. Et ensuite, si le volume est au minimum, bah, on va pas baisser le volume, hein, on va désactiver le son par exemple. On va pouvoir couper. Donc là on est dans un niveau plus précis, plus proche du code, on va dire, que ce qu'on était avant. On va savoir qu'il va y avoir des haut-parleurs, on peut désactiver éventuellement la source des haut-parleurs, etc. Donc on peut désactiver le son, on peut baisser le son si juste on est dans le range 0-100 dont on a parlé. Et voilà, donc là on a juste une fonctionnalité qui est spécifiée plus en détail. Donc on peut rentrer comme ça dans des sortes de boîtes imbriquées les unes dans les autres pour, euh, pour spécifier le besoin au plus précis. C'est comme sur les use cases où on a besoin de se spécialiser. Bah là, on spécialise une activité en particulier. Voilà. Et chaque activité pourra être représentée par soit une fonction logicielle, soit une fonction non logicielle, comme sur le bouton volume moins, c'est l'activité de l'humain. Voilà, là-dessus, pour moi, c'était bon, là. Il me semblait qu'il y avait le diagramme de package aussi. Oui, il y a le diagramme de package aussi. Pour Tac. celle-là, c'était bon. Voilà, je vous un peu, merci. Voilà. Et ensuite, autre représentation qui est intéressante, ça peut être de montrer l'écosystème des paquets, des packages qu'on va pouvoir explorer avec notre enceinte. Donc l'enceinte, elle est découpée en plusieurs modules et on va pouvoir voir qui fait quoi sur tel module. Donc on peut imaginer, on a parlé de Bluetooth, bah, que quelqu'un va échanger des informations en Bluetooth. En l'occurrence, notre enceinte, un système enceinte va communiquer en Bluetooth. Et il y a d'autres mécanismes, d'autres systèmes pardon, qui vont pouvoir les utiliser, ces mécanismes de Bluetooth. Donc il y a le smartphone dont on a évoqué dans le use case. On a l'utilisateur qui va pouvoir appuyer sur le bouton, mettre le câble d'alimentation, ce genre de choses. Donc on peut vraiment tisser les liens entre les différents modules présents dans notre enceinte, celles qu'on a choisi de découper de manière plus ou moins logique. En tout cas, elles vont reprendre les blocs normalement que Philippe vous a montré. Alors, on peut faire des sous-catégories, mais comme on a fait, mais le Bluetooth, par exemple, ça va rejoindre tout ce qui est lié à la classe Bluetooth qui a été définie. La source d'énergie, on n'en a pas parlé, mais on pourrait l'imaginer, le son aussi. Et les boutons, bah là,
c'est directement dans l'enceinte physique, mais on peut l'imaginer que c'est aussi dedans. Voilà, donc on a des découpages et des interactions qui sont montrées entre les différents intervenants autour de l'enceinte. C'est un autre type de diagramme. OK, OK, bah, super. Merci pour, la présentation Mathieu. Donc juste je rajouterais que donc pour, cette présentation, on a utilisé, Draw.io, qui permet d'éditer un certain nombre de diagrammes, dont l'UML. Hein, quand vous allez sur le bandeau, sur le côté, on a tout tout l'attirail des formes UML qui est disponible. Donc ça permet de faire des choses de faire des choses assez sympathiques déjà. Après, si on veut aller encore plus loin, moi je vous conseille, UML Designer. C'est basé sur un IDE qui est Eclipse. Ça fonctionne très, très bien aussi. Voilà. Voilà, c'était juste pour information. Et donc maintenant, le résultat. Eh bien, le résultat, bah, ça donne à peu près, ce que vous voulez. Vous l'avez vu, hein. Donc on a en fait le résultat, l'UML dans son entièreté, ça va pas être un seul diagramme, ça va être un agrégat de diagrammes. Ça va être un agrégat de, diagrammes de séquences, de diagrammes de classe, de diagrammes, d'activités, et cetera, et cetera, et cetera. Afin de pouvoir décrire le système à différents niveaux, heu, oui, à différents niveaux. Pour avoir une compréhension globale. Voili voilou. Et enfin donc la partie que j'aime bien, c'est, je suis assez fan de détourner l'usage premier des outils et l'UML en fait partie, malheureusement pour lui. En fait, l'UML, ce qu'il va permettre de faire, oui, ça permet de faire de la conception, tout à fait. Oui, ça permet de faire du soft, tout à fait d'accord, mais pas que. Mais pas que, parce qu'en fait, si on arrive sur un projet où, il y a pas de documentation, mais, qui a un passif de plusieurs années de code qui est pas forcément bien documenté, vous arrivez sur le projet, bah, vous êtes un peu perdu. Il faut comprendre comment ça marche. Eh bien, l'UML, c'est un formidable outil pour arriver à vos fins. Parce que vous allez prendre, vos fichiers, C++ ou vos fichiers Java et vous allez refaire en diagramme, le contenu de vos classes. Et vous allez pouvoir faire les liens entre les différentes classes. Alors, selon les langages, il peut y avoir des plugins qui existent, qui font le travail tout seul. Mais au final, ça va fournir une meilleure compréhension de ce que vous avez sous les yeux, d'identifier aussi comment ça marche, les interactions. Et si vous devez faire des modifications ou faire des corrections de bugs sur de tels projets, c'est une base précieuse qui peut même servir au-delà pour de la documentation et tout. Et enfin, ça s'applique à tout domaine. Ça s'applique au soft, mais ça peut s'appliquer aussi au matériel. Ça peut s'appliquer à la mécanique. Hein. Vous prenez un bras mécanique, il y a le bras, l'avant-bras et la main, et puis même les 5 doigts. Chaque élément en fait de cette mécanique, ils ont des liens entre eux. Et ces liens, c'est les flèches de l'UML. Et si je prends l'exemple de la main, elle va actionner les doigts et l'avant-bras va actionner le bras. Voilà, on peut avoir une vue assez haute de n'importe quel système en fait. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Et je rajouterais aussi qu'on peut l'utiliser en informatique pour aller dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire avoir une représentation, partir d'une représentation UML qui va générer du code, ou repartir d'une génération de code et remonter à une documentation UML mutuelle aussi,
Mais on peut aller dans les 2 sens. Il y a vraiment des outils, par exemple, moi j'ai utilisé Rhapsody, d'IBM qui, permet ce genre de choses. Voilà, après, on peut aussi l'utiliser sur, effectivement, comme tu as dit, de manière, customisée et faire ses propres diagrammes qui correspondent à, un besoin, particulier qui n'est pas spécifiquement, détaillé dans les méthodologies, UML standard. Je pense qu'on n'a pas trop le temps pour, montrer, mais, en tout cas, c'est possible. Mmh. Voilà, donc après, juste pour finir, parce qu'après on passe à la phase de questions, si vous en avez. Voilà, le contenu, des diagrammes UML peut être très riche. Donc il y a plein de relations qui sont possibles à mettre dans les schémas. On a de l'unidirectionnel, on a des liaisons hiérarchiques, on a des flèches en pointillés. Honnêtement, je les connais pas toutes. J'utilise que les principales, hein, au quotidien. Mais on peut aller vraiment très, très loin, dans la description d'un système.